Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier le milieu intérieur. Alors, le milieu intérieur est défini comme étant l'ensemble de liquide extracellulaire. Alors, je peux pour définir, la première personne qui a étudié le milieu intérieur, c'est Claude Bernard. C'est un chercheur français qui a mis la définition suivante. Il dit que la fixité du milieu intérieur est la condition d'une vie libre et indépendante. Alors, au départ, les cellules vivaient dans l'eau de mer. Donc, voilà, vous connaissez, bon, on prend un exemple, une cellule. Il vit dans l'eau de mer et cette cellule, initialement, au début, donc avant qu'il y ait eu des organismes multicellulaires, cette cellule doit échanger de la matière et de l'énergie avec le milieu extracellulaire. Donc il existe un milieu intracellulaire et il existe un milieu extracellulaire. Alors les échanges vont se faire à travers des structures individualisées qu'on appelle les membranes, d'où l'importance d'étudier bien la membrane cellulaire. Donc l'ensemble de mon cours sera basé sur les études des phénomènes d'échange membranaire entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Donc si on revient au milieu intérieur, et on dit que le milieu intérieur, sa définition est la suivante, c'est l'ensemble des liquides extracellulaires. Donc c'est l'ensemble des liquides extracellulaires. Alors quels sont ces liquides extracellulaires? Ces liquides correspondent à la circulation du sang, à la circulation sanguine dans les vaisseaux sanguins. Donc voilà un premier compartiment du milieu extracellulaire. Et le deuxième, c'est la lymphe. Alors, bon, le sang, vous le connaissez, mais la lymphe, il correspond en fait à deux types de circulation. Donc, si je résume cette première partie du cours, on va dire que le milieu extracellulaire est composé par le sang et par la lymphe. Le sang, donc, il contient, on a généralement, on a 5 litres de sang, donc il y a les globules rouges, les globules blancs, et on aura un cours basé sur la connaissance du sang. Et la lymphe, c'est un liquide qui n'est pas, il n'y a pas de globules rouges, il n'est pas rouge, il est blanc transparent, qui vire un petit peu vers le jaune. Et cette lymphe se trouve canalisée, c'est-à-dire dans les vaisseaux, on dit il est endigué, ou bien il se trouve dans le liquide interstitiel, c'est-à-dire il n'est pas dans les vaisseaux, c'est la lymphe non canalisée. Donc, le milieu intérieur, c'est l'ensemble des liquides extracellulaires, ça c'est la définition. Et ces liquides extracellulaires sont soit le sang, ou non pas soit, mais le sang et la lymphe, qui constituent le milieu intérieur. Alors le milieu intérieur doit être stable. Pourquoi? Parce que les cellules doivent vivre normalement et il faut que la composition de ce milieu intérieur, qui est le sang et la lymphe, il doit rester stable, il ne doit pas changer, il ne doit pas contenir des substances toxiques. Donc, il faut ce qu'on appelle, il faut qu'il soit stable. Donc, si je reprends la fixité de Claude Bernard, la fixité du milieu intérieur, c'est que au départ, les cellules étaient unicellulaires et vivaient dans l'eau de mer. Donc, une fois que les multicellulaires apparaissent, la vie quitte la mer pour aller à l'extérieur, en dehors de l'océan. Et donc, tout se passe comme si on est libre de se déplacer. Alors que les êtres
cellulaires qui ont besoin d'eau vivent toujours dans l'eau, donc tout se passe comme s'ils sont emprisonnés, ils ne sont pas libres de sortir en dehors de l'eau. Alors que l'existence et la présence du milieu intérieur nous renseignent sur, nous donnent une information sur le fait qu'on devient libre et on emmène en fait l'eau de mer. L'eau de mer, on l'emmène avec nous dans ce milieu intérieur. L'eau de mer, c'est du NaCl, c'est du chlorure de sodium, un 9 grammes par litre. D'où la notion de l'homéostasie. Alors l'homéostasie, c'est la stabilité du milieu intérieur. Il faut que ça soit stable. Alors il y a trois organes qui interviennent dans la stabilité du milieu intérieur. Il y a tout d'abord les poumons, il y a ensuite les intestins et les reins. Donc vous voyez que ces organes ont un rôle important aussi bien dans l'apport et élimination de CO2, dans l'entrée des nutriments et des ions minéraux, et l'élimination d'eau par les reins. Donc ces organes-là interviennent dans l'élimination et l'apport de substances vers les cellules. Alors, dans le schéma de Gumbel, on va dire que on commence par le milieu intracellulaire, donc voilà l'intérieur des cellules. Et vous voyez que les cellules sont en contact avec un milieu, ici, qui est le liquide interstitiel. Donc, c'est la lymphe non endiguée, et que ces membranes peuvent être aussi en contact avec la lymphe. Donc, qui est endigué, qui se trouve dans des vaisseaux. Donc il y a deux types de lymphe. Il y a le liquide interstitiel qui est la lymphe non endiguée. Il y a la lymphe endiguée qui se trouve dans les vaisseaux. Donc vous voyez que les cellules vont échanger de la matière et de l'énergie avec le milieu extracellulaire, mais uniquement avec la lymphe. Ensuite, les substances vont être échangées entre la lymphe et le sang. Ici, c'est le sang. Alors, vous avez dans la circulation sanguine, vous avez les vaisseaux sanguins. Donc, les échanges vont se faire entre la lymphe, entre le liquide interstitiel, la lymphe et le sang, et entre les cellules et la lymphe. Et vous voyez qu'il n'y a pas de contact direct entre le sang et les cellules. Donc, si une substance veut entrer dans les cellules, par exemple le calcium, il est obligé de traverser d'abord le sang, ensuite la lymphe, ensuite il va être échangé avec la membrane, si la membrane le permet, bien sûr, parce que les échanges ne se font pas comme ça au hasard, il y a des lois d'échange. Alors, ce qui permet donc de dire la chose suivante, c'est que on sait que les poumons interviennent dans l'apport d'oxygène et l'élimination de CO2, et ces substances doivent entrer dans le sang d'abord. Ensuite, dans le liquide interstitiel ou dans la lymphe endiguée, et ensuite ils vont entrer dans les cellules. Donc il n'y a pas de contact direct entre les cellules et le sang. La même chose pour le type digestif. Vous prenez du calcium dans le lait ou dans le yaourt. Ce calcium doit transiter d'abord par la membrane lymphatique des cellules, donc du milieu lymphatique, avant de traverser la membrane cellulaire. Et vous voyez ici, donc il y a des règles, il y a des lois. Le calcium ne passe pas comme ça au hasard. Quelle est la quantité qui va passer, quelle est la quantité qui ne va pas passer. Donc, quand on avale un médicament, une substance, ça va d'abord dans le sang, ensuite le liquide interstitiel, ensuite ils peuvent entrer comme ils ne peuvent pas entrer dans les cellules pour modifier par exemple une activité enzymatique, modifier une contraction, modifier une sécrétion. Donc vous voyez que dans ce schéma de Gumbel, vous avez trois milieux. Il y a un milieu intracellulaire et un milieu extracellulaire. Et le milieu extracellulaire est divisé en deux parties, le sang et la lymphe. Donc, ces trois milieux doivent être stables. Alors, comment ils vont être stables? Par la coordination du processus physiologique qui vise à maintenir la stabilité. Il faut que, par exemple, si la concentration du calcium dans le milieu, dans le sang, il doit rester stable. S'il augmente, il doit absolument il doit y avoir un système qui va la diminuer. La même chose, si vous avez beaucoup de CO2 dans le sang, il doit être éliminé. Il doit être éliminé par les poumons. Donc ça, ce sont deux exemples. Si vous avez beaucoup de potassium, par exemple, dans le milieu lymphatique, ça va modifier la dépolarisation des cellules.
Donc il y a des substances qui peuvent changer le comportement cellulaire, aussi bien au niveau excitabilité qu'au niveau de sécrétion ou au niveau de contraction. Donc la composition chimique du milieu extracellulaire et du milieu intracellulaire doit rester stable et il doit y avoir un système qui permet de réguler et de stabiliser ce milieu. Donc, tout déséquilibre. S'il y a un déséquilibre, il y a, par exemple, augmentation du potassium dans le sang sanguin, alors il doit y avoir un système qui reçoit, qui va dire à la cellule ou à l'organisme que vous avez une augmentation de potassium. Donc, il faut un récepteur qui indique qu'il y a une augmentation de potassium. Ensuite, il doit y avoir un système de régulation, donc on va appeler R, qui va agir cette augmentation pour diminuer cette quantité de potassium dans le sang. Donc, il faut une correction. Je prends un deuxième exemple. L'exemple, c'est la glycémie. Alors, pour la glycémie, c'est quoi la glycémie? C'est l'augmentation du glucose dans le sang. Normalement, la concentration de glucose dans le sang, c'est 1 gramme par litre. Alors, toute augmentation de cette quantité, vers 2, 3 ou 4, c'est ce qu'on appelle le diabète, il doit y avoir un système de régulation, donc il faut un récepteur pour dire, voilà, il y a une augmentation de la glycémie, et un système de correction qui permet de corriger, de diminuer cette quantité de sucre dans le sang. Donc on va dire que le milieu intérieur est caractérisé par son homéostasie, et il faut qu'il soit constant. Un exemple, c'est la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre, de glucose dans le sang qui doit être stable. Il doit être aux environs de 1 gramme par litre. S'il y a des troubles de régulation du milieu intérieur, cela signifie que cette dérégulation doit être corrigée pour stabiliser le milieu intérieur. Donc, il ne doit pas y avoir de modification du milieu intérieur. Alors, la répartition du milieu intérieur est le suivant. On a dit que le milieu intérieur, c'est l'ensemble des liquides extracellulaires. Il y a 3 compartiments qui composent. Vous avez ces 3 compartiments sont les suivants. Vous avez ici le sang. Ici, c'est le liquide interstitiel. Donc, c'est le 10e. Et ici, vous avez les cellules. Et vous voyez aussi dans ce schéma que le sang il contient les globules rouges. Le liquide interstitiel ne contient pas de cellules. Et vous voyez que les cellules, les membranes des cellules, vont échanger de la matière, de l'énergie avec le liquide interstitiel. Donc, une substance qui arrive au niveau du sang doit traverser la membrane ici. Ensuite, il doit traverser cette membrane et ces membranes sont généralement des barrières qui ne laissent passer que les substances dont on a besoin, que la cellule en a besoin. Alors, on peut donc dire que la composition de ces 3 compartiments doit rester stable. On va donc voir quels sont les éléments qui composent ce milieu intérieur. D'abord, les compartiments liquidiens, c'est l'eau. L'eau, c'est le facteur, c'est l'élément le plus important du milieu intérieur. C'est le constituant principal de l'organisme. La répartition est variable selon les compartiments. Est-ce que le sang contient plus d'eau ou moins? Est-ce que le liquide extracellulaire, c'est-à-dire la lymphe, contient plus d'eau ou non? Est-ce que l'eau est répartie de la même façon dans le milieu intracellulaire? Alors, je vais vous donner ce schéma-là qui vous indique que l'eau totale de l'organisme, l'eau totale, constitue 60%. 60%, ça veut dire pour une personne, une personne mâle de 70 kg, qui pèse 70 kg, parce que c'est une question, il contient 42 litres d'eau. Alors 42 litres, c'est énorme. Il n'y a que de l'eau. Si je prends une personne de 70 kg, vous voyez que ça il contient, j'enlève la matière sèche, c'est-à-dire j'enlève les cellules sèches,
et j'obtiens 70, 40, 60% d'eau, c'est à peu près 42 litres. Donc une personne de 70 kg contient 42 litres. Alors un tiers de ces 42 litres se trouve dans le milieu extracellulaire, soit 14 litres, et 28 litres se trouvent dans le milieu intracellulaire. Donc vous voyez que le compartiment intracellulaire contient 28 litres, soit 40%. Et le milieu extracellulaire contient uniquement 14 litres. Donc c'est presque le double. À l'intérieur de vos cellules, il y a plus d'eau qu'à l'extérieur des cellules. Et donc, si je vois un petit peu, on essaie de voir ce qui se passe au niveau des compartiments extracellulaires, on voit que ces trois quarts de ces 14 litres, soit à peu près 10 litres, 5, se trouvent dans le liquide interstitiel et que le sang ne contient que 3,5 litres d'eau. Donc, si je 10,5 plus 3,5, dose 14 litres. La répartition est la suivante. C'est que vous avez beaucoup plus d'eau dans le liquide interstitiel que dans le sang. Le sang contient uniquement 3,5 litres. Alors, si je rajoute les globules rouges, les globules blancs et tout ça qui n'est pas. Donc, je vous rajoutez, vous arrivez à un volume de 5 litres de sang. Mais le plasma sanguin contient 3,5 litres d'eau et que le liquide interstitiel 2,5 litres d'eau. Donc vous voyez que l'eau est répartie différemment. Ce qu'il faut retenir dans ce schéma, c'est que la plus grande partie de l'eau se trouve dans le milieu intracellulaire, soit 40%. Et que le reste, 20% qui reste de ces 60%, c'est dans le sang et dans le liquide interstitiel. Donc la répartition d'eau dans le compartiment liquidien est différente. Ce schéma-là vous donne à peu près l'importance en volume. Vous voyez que le plasma, ici, contient moins que le liquide interstitiel et que la plus grande partie de l'eau se trouve à l'intérieur des cellules, soit 28 litres. Alors, l'eau qui constitue 60% de la masse corporelle, soit 42 litres chez un adulte de 70 kg, comme je viens de dire, varie en fonction de l'âge, en fonction de la masse grasse, si la personne est obèse, contient plus de matière grasse ou non, et en fonction du sexe. Donc voilà les trois facteurs importants dans la condition. Est-ce que vous avez la même quantité d'eau que votre copain? Non. Est-ce qu'une fille a la même quantité d'eau dans son organisme qu'un garçon? Non. Alors voilà la répartition. La répartition, à peu près la même chose. Donc, vous voyez que chez un fœtus, c'est-à-dire un bébé de 4 mois, contient 93%. Non pas 60%, mais 93%. Donc, il y a beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que bon, le fœtus vient d'être né et que dans le liquide amniotique, il y a énormément d'eau. Donc, de 2 à 7 ans, la quantité d'eau dans l'organisme diminue. Lorsque on atteint 16 ans, on n'a que 58%. Et lorsque on devient très âgé, on a la moitié, 50% à peu près, d'eau dans notre organisme. Donc la quantité d'eau diminue en fonction de l'âge. C'est pour ça que les personnes âgées, elles ont une peau un peu sèche et la plupart du temps, ils ne demandent pas à prendre de l'eau, à changer de l'eau. Si vous ne leur donnez pas à boire, ils ne vont pas vous demander à boire. Alors qu'un bébé, il vous demande à boire 10 à 15 fois par jour. Alors que les gens âgés, ils ne boivent presque pas d'eau. Alors, chez une personne obèse, c'est-à-dire corpulente, qui a une masse graisseuse importante, la quantité d'eau est faible. C'est beaucoup plus faible que chez une personne âgée. Donc, plus vous êtes gros, plus vous avez une masse graisseuse importante, plus la quantité d'eau que vous avez dans votre organisme est faible. Alors pourquoi? Ben, je vais vous le dire tout à l'heure. Je vais vous dire que chez le mâle, par exemple, chez l'homme, chez la femme, c'est différent. Chez la femme, il y a uniquement 50% d'eau. Donc,
les filles ou les femmes, l'individu du sexe féminin contient moins d'eau que les garçons. Pourquoi? Pourquoi il contient moins d'eau? Parce que les femmes sont connues qui ont plus de graisse dans leur organisme, donc beaucoup plus grasses, beaucoup plus obèses, elles ne sont pas obèses, mais bon, on va dire pas obèses, mais il contient beaucoup de matière grasse. Et cette matière grasse va substituer à l'eau. Comme la graisse ne se mélange pas avec l'eau, l'eau va rester d'une part et la graisse, si vous mélangez la graisse, par exemple des huiles avec de l'eau, l'eau reste d'un côté et les huiles de l'autre. Donc ils sont séparés. Ben, la même chose, vous avez plus de matière grasse, vous aurez moins d'eau. Pourquoi? Parce que la matière grasse va occuper le volume d'eau que normalement vous devrez avoir. Alors comme les garçons, ils ont peu de graisse par rapport aux filles, les garçons ont plus d'eau dans leur organisme. Donc en fonction du sexe, le sexe masculin contient plus d'eau que le sexe féminin. La raison, c'est que le sexe féminin contient plus de matière grasse que celui des garçons. Alors, il y a aussi une différence en fonction des organes et en fonction des parties du corps. Vous voyez que là où il y a plus d'eau, c'est au niveau de la salive, ce qui est normal. Et là où il y a moins d'eau, c'est au niveau des dents. Au niveau des dents, on a à peu près 10% d'eau simplement. Puis vous avez le cerveau, 70%, le cerveau, le muscle. Et les tissus adipeux, comme j'ai dit, les tissus adipeux, ils contiennent peu d'eau, donc 30%. Donc, variation selon les organes. La quantité d'eau doit être équilibrée entre l'entrée d'eau et la sortie d'eau de l'organisme. Donc, c'est ce qu'on revient à ce qu'on a dit, l'homéostasie. Il faut que la quantité d'eau, les 42 litres, doit rester constant. Il ne doit pas y avoir moins, il ne doit pas y avoir plus. Alors, l'apport d'eau, donc l'eau que nous prenons tous les jours, provient des boissons et de la nourriture. À peu près, on prend 2,2 litres. Donc, l'apport d'eau de l'organisme, c'est 2,2 litres. Donc, si vous voulez boire, et vous serez dans les conditions physiologiques, il faut prendre 2,2 litres par jour. Bon, l'eau que vous prenez dans les légumes, dans les fruits, dans le yaourt, dans le lait, dans le café, le coca et tout ça, y compris donc dans la boisson et dans la nourriture. Donc l'eau totale doit être égale à 2,2 litres par jour. Donc vous devrez boire beaucoup, 2,2 litres par jour, comme apport d'eau à votre organisme, à votre physiologie. Attention, si vous ne prenez pas d'eau, imaginons qu'une personne se trouve dans le désert et qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau à prendre dans le désert, donc il va vivre quand même. Pourquoi il va vivre? Il va vivre un certain temps tant qu'il y a du glucose. Tant que son organisme contient du glucose, il va vivre parce que dans l'organisme, on a une réaction, le glucose plus de l'oxygène va donner de l'eau plus l'ATP, plus CO2. Donc ça, c'est le cycle de Krebs, le fameux cycle de Krebs qui va dans l'ATP. Mais vous voyez que l'organisme peut fabriquer de l'eau uniquement à partir du glucose, à partir du sucre et à partir de l'oxygène. Donc vous voyez que on peut survivre malgré tout en dehors de ces 2,2. On peut fabriquer 300 millilitres, 0,3 litres, ce qu'on appelle l'eau métabolique. Alors si je fais le total entre 2,2 plus 0,3, l'apport d'eau dans l'organisme, c'est 2,5. C'est 2,5 litres. Alors, s'il y a une entrée dans l'organisme de 2,5 dans votre organisme, il faut que 2,5 sortent par jour. Ça, c'est par jour. Alors, comment il sort l'eau? Il sort par la sueur. 0,9 litres, donc à travers la peau, par la sueur. Il peut sortir par la respiration. Quand vous respirez, quand vous soufflez, vous dégagez l'eau, la vapeur d'eau. Mais l'organe le plus important de la sortie de la perte d'eau au niveau de l'organisme, c'est le rein. C'est dans l'urine. Le rein, il doit fonctionner correctement pour éliminer de l'eau. Les sels, donc c'est les déchets,
c'est les déchets, donc que vous mettez par jour, ils perdent à peu près 0,1 litre par jour. Donc, quand les selles, quand vous êtes malade, quand vous avez la diarrhée, ben là, cette quantité va augmenter. Donc, d'où le problème. Donc, ça, c'est un autre problème auquel on ne va pas s'attarder. Donc, entre l'apport et la production métabolique, qui est de 2,5 litres, il doit y avoir une sortie de 2,5 litres par jour. Donc, conclusion, il faut boire beaucoup d'eau, 2 litres d'eau par jour. Alors, comme j'ai dit, le rein est l'organe le plus important dans la régulation et l'élimination donc de l'eau de l'organisme. Alors, vous voyez ici que vous avez ce qu'on appelle, donc je peux revenir un peu, alors ignorer, je vais venir là, je vais vers mon tableau, je vais ici, je prends mon stylo, voilà. Donc, l'unité la plus importante du rein, c'est ce qu'on appelle, donc vous avez généralement un rein gauche et un rein droit, et puis vous avez l'urètre, et puis les urines qui sortent. Alors, vous avez ici des structures. Ici, si je prends, j'agrandis cette structure-là au niveau du rein, ça c'est le rein. Donc vous avez deux reins, rein droit et rein gauche. Vous avez ce qu'on appelle le néphron. Alors le néphron, c'est quoi le néphron? Le néphron, il est formé par ce qu'on appelle une capsule ici. On va l'appeler le glomérule. Donc le glomérule. Vous avez un tube émanant de ce glomérule, c'est le tubule ou le tube proximal. Le tube proximal. Et vous avez ce tube proximal se prolonge par un autre tube et une branche, ce qu'on appelle la branche descendante, et voilà, une petite branche qui est beaucoup plus petite, qu'on appelle l'anse de Henle. Et il y aura une branche beaucoup plus grosse, c'est la branche ascendante. Donc vous avez une branche descendante, c'est celle-ci. Vous avez une branche ascendante, c'est celle-ci. Vous avez l'anse de Henle. Et ensuite, vous avez un autre tubule, ce qu'on appelle le tube collecteur. Et ce tube collecteur va éliminer les urines. Alors, si je prends donc une unité, il y a des millions et des millions d'unités de néphrons. Alors, vous avez le glomérule, vous avez le tubule proximal, ici, vous avez le tube de la branche descendante, vous avez la branche ascendante, vous avez l'anse de Henle et le tubule collecteur, et l'urine sort par ici, donc dans la vessie. Dans votre vessie, les urines sortent. Alors si je vais essayer donc je vais utiliser un peu, le sang généralement, il arrive au niveau, donc on va prendre du bleu, le sang il arrive ici, et ce sang il est chargé de déchets. Alors, il y a beaucoup de potassium, il y a beaucoup de chlore, il y a beaucoup de substances toxiques. Et vous avez ici une structure qu'on appelle la structure juxtaglomérulaire, une petite membrane, et ce sang qui se trouve ici, qui est donc de couleur, on va dire sombre, qui contient des substances toxiques, va être filtré. Donc il y aura la sortie d'eau,
plus les électrolytes. Et les électrolytes, c'est le potassium, c'est le sodium, c'est le chlore et les déchets. Alors, donc, tout ça, c'est un sang qui contient des substances toxiques. Et il y aura une filtration, qu'on appelle la filtration glomérulaire, au niveau du glomérule. S'il y a filtration, après le sang va être un peu éliminé de substances toxiques. Donc c'est le sang nettoyé après avoir été filtré et éliminé de ces substances au niveau du glomérule. Donc le glomérule, il y a des millions et des millions de glomérules. Donc si ce glomérule, la filtration ne se fait pas correctement au niveau du rein, vous aurez le sang bleu qui va passer ici. Vous aurez des substances toxiques. Alors les gens qui ont une insuffisance rénale, une insuffisance rénale, ils ont des problèmes au niveau de la filtration. Leur glomérule ne marche pas. Alors à ce moment-là, ils doivent faire ce qu'on appelle la dialyse à l'hôpital. Alors la dialyse, c'est quoi? C'est une machine, une pompe qui prend le sang, qui est substance qui contient une substance qui est comme ça, et puis il fait sortir du sang propre. Donc voilà la dialyse. Ce principe de dialyse, il fait la filtration, il élimine le sang de ces substances toxiques. Donc voilà un peu comment fonctionne le rein. Alors le rein, et donc notre rein, ici, vous l'avez ici en anglais, vous avez le schéma de façon beaucoup plus correcte. Le rein maintient la stabilité du milieu extracellulaire. Donc vous voyez que ce rein, et là vous avez la artère afférente. Alors l'artère afférente, c'est-à-dire c'est celle qui va ramener, elle est afférente, il apporte du sang vers le glomérule. Et une artère efférente, alors efférente, voilà, efferent arterial, donc c'est le sang qui est filtré au niveau du glomérule. Et là, vous avez le glomérule, vous avez le proximal, tubule proximal, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez l'anse de Henle, le POF Henle, vous avez ici le canal distal, et puis vous avez ici votre urine au niveau du collectine, ou élimination. Donc voilà comment se fait. Le sang est filtré ici, et il va être éliminé. Et qu'est-ce que l'urine? C'est beaucoup d'eau, plus des sels, les électrolytes. Alors, est-ce que le rein élimine tout l'eau de l'organisme? Non. Le rein n'élimine pas tout de l'organisme. Tout ce qui entre dans l'organisme, c'est uniquement un excès. Lorsque vous prenez beaucoup d'eau, donc cette quantité reste constante. En volume, je dis en volume, pas cette quantité que vous voyez à un instant T, mais le volume. Le volume reste constant. Et dès que vous prenez de l'eau, voilà, vous dépassez et l'eau va être éliminée. Donc ce système d'ouverture des urines vont éliminer les urines que après avoir dépassé cette quantité-là, ce volume-là. Alors que ce volume-là reste toujours dans, bien sûr, il est mélangé, mais le rein va éliminer cette partie en excès. Et vous voyez que ça va être éliminé, mais le rein, elle va traverser des zones ici. Lorsque l'urine se fabrique en traversant les anses et les tubules, il va traverser des zones de plus en plus concentrées. Donc, il va y avoir une absorption de l'eau. Il va y avoir une économie d'eau, H2O. H2O sera donc absorbé
par l'organisme. Il ne va pas y avoir une perte d'eau. Au départ, vous avez énormément d'eau plus les électrolytes, mais au fur et à mesure que l'urine ou les liquides traversent le néphron, vous aurez l'eau va être réabsorbée, uniquement de l'eau. Il va laisser, donc plus l'urine avance dans le néphron, et plus il devient de plus en plus concentré, il devient de plus en plus parce qu'il va contenir moins d'eau. L'organisme va absorber de l'eau, il va réabsorber de l'eau pour faire l'économie, pour utiliser cette eau une deuxième fois. C'est exactement le système de l'agriculture biologique. On ne rejette pas tout l'eau dans la mer, l'eau polluée, l'eau qui contient des déchets, mais il faut retenir de l'eau H2O et éliminer uniquement les substances toxiques. Donc ici, voilà une partie qui est éliminée dans les urines, mais il va y avoir une réabsorption régulée d'eau. Donc le rat, non pas simplement il élimine les substances toxiques, mais il fait une économie d'eau. Il préserve le fonctionnement des cellules. Voilà donc le rôle, l'organe le plus important dans l'élimination d'eau. Alors comment on détermine le volume du liquide, donc du milieu intérieur? On va utiliser la technique suivante pour déterminer la quantité d'eau. Quelle est la quantité d'eau qui se trouve dans un organisme? Alors cette quantité, si je prends par exemple une bouteille qui contient un volume d'eau, il est fermé, c'est par exemple le milieu intérieur, ou votre organisme. Alors je vais déterminer ce volume-là. Mais je ne veux pas casser la bouteille. Je ne veux pas casser la bouteille, c'est-à-dire que je vais essayer de déterminer le volume d'eau dans cette bouteille sans la casser, sans la vider. Bon, je ne peux pas vous vider, je ne peux pas vous casser, je ne peux pas vous tuer pour déterminer le volume d'eau. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser la technique de dilution. La technique de dilution consiste à prendre une substance Q avec une certaine quantité, la quantité d'une substance, un colorant, cette quantité, il est connu, puisque c'est moi qui la rajoute. Je vais l'injecter ici, je vais agiter, cette substance va être répartie de façon uniforme, et après, je détermine la concentration de cette substance dans son volume. Et automatiquement, sans casser la bouteille, je vais dire que le volume dans lequel cette substance est dissoute, dans lequel cette substance est diluée, c'est la quantité que j'ai mis sur la concentration. Voilà comment on détermine le volume d'eau dans un organisme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut injecter une substance Q. Et cette substance doit être connue. Donc, je vais injecter cette substance et je vais essayer de faire des prélèvements dans le corps. Alors comment on fait? On fait la chose suivante. On injecte, avec une seringue, on injecte un colorant. Mais, lorsque j'injecte une substance, il faut que un certain nombre de conditions soient satisfaites. Donc, pour que cette technique de dilution soit valable, il faut un marqueur, c'est-à-dire une substance, qui ne quitte pas le compartiment extracellulaire. Bon, par exemple, si je mets une certaine quantité Q pour déterminer le volume, il ne faut pas qu'il y ait Q' qui va quitter la bouteille, sinon le système ne sera pas homogène. Deuxième facteur, il ne faut pas qu'il soit excrété ni métabolisé. C'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire que Q ne doit pas être détruite ici, dans la bouteille. Il ne faut pas qu'elle soit détruite. S'il est détruite, je ne peux pas déterminer la vraie concentration C. Il sera concentration qui n'est pas valable. Troisième chose, il ne faut pas que le volume varie. Il ne faut pas qu'il change le volume du liquide. Parce que s'il change le volume du liquide, ça ne sert à rien d'utiliser une telle substance. Donc, un marqueur qu'on va utiliser, c'est un marqueur synthétisé, fabriqué industriellement. S'il est synthétisé et fabriqué industriellement, je vais appeler une substance exogène. Si, au contraire, par exemple, exogène, je vais donner un exemple tout de suite, par exemple, l'unuline. L'unuline,
il n'est pas sécrété par l'organisme, il ne se trouve pas dans l'organisme. Donc, je peux utiliser l'inuline puisque c'est une substance exogène. Mais on peut utiliser des substances endogènes. Qu'est-ce que c'est? Endogènes, ce sont des substances qui sont fabriquées, qu'on trouve dans le corps. Par exemple, le phosphate, par exemple, le sodium. Je marque le sodium radioactif. Je peux l'utiliser en tant que marqueur. Il y a des substances qui sont fabriquées par l'organisme. Ce sont des substances endogènes. Donc, le marqueur peut être soit exogène, soit endogène. Mais ces substances doivent être non toxiques, facilement injectables. Il faut qu'il soit une diffusion homogène et spécifique, sans action sur la distribution de l'eau, et que le dosage soit un dosage simple. Voilà les caractéristiques du traceur, de la substance que je vais utiliser pour déterminer le volume d'eau dans l'organisme. Alors, je peux utiliser un traceur radioactif. Vous savez qu'il y a des substances radioactives qui existent, qui ne sont pas néfastes pour l'homme, ni pour un animal. Alors, l'estimation du volume qui n'est pas mesurable peut se faire de la façon suivante. Vous savez que lorsqu'on injecte une substance, il y a une substance qui va uniquement dans le sang, donc elle va déterminer uniquement le volume sanguin. Mais il y a une autre substance qui peut diffuser aussi bien dans le sang que dans le liquide interstitiel. Alors cette substance sera utilisée pour le déterminer du liquide extracellulaire. Il y a au contraire des substances qui vont dans le sang, ensuite dans le liquide interstitiel, ensuite à l'intérieur de la cellule. Alors ces substances permettent de mesurer le volume total. Si une substance il y a des compartiments que je ne peux pas mesurer directement. Les compartiments que je ne peux pas déterminer directement par cette technique, c'est l'eau intracellulaire. Il n'y a pas de substance qui va directement uniquement dans le milieu intracellulaire. Elle doit traverser les milieux extracellulaires avant d'aller dans le milieu intracellulaire. Mais je peux utiliser une substance qui détermine l'eau totale, auquel je vais soustraire l'eau extracellulaire. La même chose pour le liquide interstitiel, l'eau interstitielle. Il n'y a pas de substance qui diffuse directement dans le liquide interstitiel. Mais je peux utiliser une substance pour déterminer le liquide extracellulaire et une substance qui va uniquement dans le sang. Ça, on sait le faire. Et par soustraction, je peux déterminer l'eau intracellulaire, je peux déterminer l'eau interstitielle. Donc ces deux volumes, je ne peux pas déterminer directement par les substances de dilution. Mais je peux déterminer l'eau totale. Il y a des substances qui diffusent totalement dans les liquides. Il y a des substances qui n'entrent pas dans les cellules, donc je peux déterminer le liquide extracellulaire. Et il y a des substances qui vont uniquement dans le sang, ne diffusent pas dans le liquide interstitiel. Donc je peux déterminer ça expérimentalement, ça expérimentalement, ça expérimentalement. Ça aussi, expérimentalement, je peux les déterminer. C'est la même chose. Alors, donc, en faisant des soustractions, je peux connaître l'eau intracellulaire et l'eau interstitielle. Alors, donc, pour résumer tout ce que nous voulons de dire, donc je vous donne ça, je le passe rapidement. Alors, si la substance injectée est éliminée partiellement, c'est-à-dire elle est excrétée par le rein, il faut enlever dans le calcul de la quantité que j'ai mis, la quantité qui est excrétée, c'est-à-dire qui est ajoutée ici dans le liquide, excrété par l'organisme, excrété par la bouteille. Donc il faut enlever la quantité excrétée si la substance est excrétée à l'intérieur, donc pour qu'on soit plus, et ça c'est la concentration, elle reste la même, comme j'ai dit, le volume de distribution, CQ sur C, à condition que la substance ne soit pas excrétée. Alors si la substance est excrétée, il faut connaître la quantité excrétée dans l'organisme de la substance. Pour la concentration, il suffit de faire un prélèvement ici et déterminer avec un spectroscope, un oscilloscope, la concentration. Voilà.
Donc, en deuxième lieu, je peux déterminer donc les variations des concentrations. Donc, toute variation, je mets ici delta M, ici delta C. Donc, ça revient au même, c'est la même équation, simplement avec une variation de substance. Voilà. Alors, on peut donc faire la chose suivante. Alors, je vous donne ici l'exemple du bicarbonate. Ça ne doit pas se faire au volume à mesurer. Il ne doit pas aller dans d'autres compartiments liquidiens. Alors, je vous donne un exemple pour que vous compreniez mieux. Si un trace oxygène, je prends un exemple, par exemple, de l'unuline. L'unuline, je peux injecter, par exemple, je prends un rat, voilà, un rat, auquel je vais injecter à peu près 4000 mg d'inuline. Donc, la quantité d'inuline, c'est 4000 mg. Et je sais que cette quantité d'inuline, une fois qu'il est injecté par injection dans l'organisme, il va y avoir un tout petit peu d'inuline qui va démarrer à être éliminée par les urines. Je sais que cette substance va être éliminée, on va la trouver dans les urines. Alors, je vais établir une courbe. Je vais établir une courbe, voilà, la chose suivante. Je fais la chose suivante. La concentration dans le sang, donc concentration sanguine dans le sang de rat, va augmenter au moment de l'injection au temps t égale à 0. Donc en fonction du temps, je fais des prélèvements au bout de 20 minutes, de 40 minutes, de 80 minutes et de 100 minutes. Alors comment je fais? Je vais, dès que j'injecte la substance au temps t égale à 0, il est évident que la concentration de l'uninine va augmenter rapidement. Il va augmenter rapidement. Donc, ouais, ça dépend de la vitesse d'injection. Mais comme j'injecte rapidement, donc ça va prendre, disons, 15 secondes avant d'atteindre le maximum. La concentration va augmenter de façon terrible, de façon importante, puisque je l'injecte. Ensuite, il va y avoir le système d'élimination. Le rat va commencer avec un certain retard. Le sang va arriver au niveau du rat et la substance va être éliminée au niveau rénal. Donc, je vais la trouver dans les urines. Et je fais des prélèvements, donc dans le sang, je trouve que la quantité va diminuer puisqu'il va y avoir l'élimination, 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 et hop, la courbe va rester constante. Et ce point, la quantité est égale à 0, la concentration dans le sang va être égale à 0, puisque toute la substance est éliminée ici. Au bout de 100 minutes, ou de 100, pardon, 100 minutes, toute la substance est éliminée. Alors, je vois donc une courbe qui est comme ça, et une courbe qui est un peu l'inverse d'une exponentielle. Inversée, une exponentielle. Alors là où il y a la courbe qui est, ça c'est injection, c'est rapide. Mais la courbe est subdivisée en deux parties. Une partie qui est exponentielle et une partie qui est linéaire. Donc ici, quand c'est une exponentielle, ce n'est pas linéaire, il s'agit là, c'est une courbe. Alors une courbe, c'est généralement deux phénomènes. Il y a deux phénomènes ici. Alors que ici c'est constant, il y a ici un seul phénomène qui évolue en fonction du temps. Alors quels sont ces deux phénomènes qui évoluent? Alors, vous avez, lorsque vous injectez une substance dans le sang, vous avez une quantité qui se répartit de façon uniforme, mais en même temps, vous avez l'élimination. Donc, on va dire que cette première partie de la courbe, qui est une exponentielle, qui est ici, va avoir d'abord la répartition. La substance va se répartir dans l'organisme, plus l'élimination. Donc, en même temps que la substance va se répartir dans l'organisme, il y a une quantité qui va être éliminée que je ne connais pas. Mais une fois que la substance
est réparti dans tout l'organisme, au bout d'un certain temps, ici, lorsqu'il est réparti, ici donc vous avez deux phénomènes, la répartition de l'inuline dans l'organisme et l'élimination par les urines. Mais une fois que la substance est répartie de façon uniforme, la répartition ne change plus et il n'y a que l'élimination. Et l'élimination, c'est une droite. Alors, cette élimination, ici, effectivement, c'est une droite. Vous voyez, c'est une droite, c'est une droite, c'est une droite, c'est une droite. Et si je la prolonge, cette élimination par les urines, et si je l'élimine, pardon, alors si je l'élimine, hop, j'arrive à C0, la quantité, donc la quantité C0, autant T égale à 0, je peux enlever, je peux connaître l'élimination et je peux déterminer la concentration initiale. Donc voilà la répartition. Si j'élimine la répartition, il ne me reste que l'élimination. Donc autant T égale à 0, je peux connaître la concentration C0 de l'unité. Alors si je répare ici, dans ce cas-là, je vais trouver une valeur de 280 mg par litre. 280 mg par litre, c'est la concentration initiale C0 qui se trouve dans le sang. Donc c'est avant que l'élimination commence. Parce que je peux déterminer, j'ai l'élimination, donc C0, c'est là avant. Alors, commence à être éliminé, et à un moment donné, il n'y a plus de substance. Donc la concentration C0, c'est la concentration de l'uniline en dehors de la répartition. Parce que la répartition, donc, par exemple, vous avez 60 étudiants qui entrent dans un amphi. Lorsqu'ils sont on les fait entrer en vrac, en ensemble, il faut qu'ils s'assoivent. Il faut qu'ils s'assoivent sur leur place. Donc je ne peux pas compter la quantité d'étudiants qui est tant que les étudiants ne sont pas assis. Alors c'est donc le moment où les étudiants cherchent à s'asseoir, ça c'est le temps de répartition. Une fois que tous les étudiants sont assis, je peux savoir le nombre d'étudiants qui existent. Donc c'est au temps t égale à 0, je peux connaître la quantité de l'unité C0, concentration de l'unité dans le milieu. Et si je fais le rapport VQ sur C0, j'obtiens 14,3 litres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? 14,3, ça veut dire que le volume de distribution de l'uniline est 14 litres. Qu'est-ce que ça signifie? Alors rappelez-vous, quel est le volume qui correspond à 14 litres? Est-ce que c'est le volume plasmatique? Est-ce que c'est le volume du liquide interstitiel? Ou bien c'est le volume intracellulaire? Alors, il faut réfléchir et dire à quoi correspond 14 litres. À partir de ce volume-là, je peux savoir si l'unine mesure soit le liquide intracellulaire, soit le liquide extracellulaire, soit le plasma, soit le liquide interstitiel. Donc 14 litres. Je ne vais pas vous donner la réponse, c'est à vous de la chercher. Donc essayez de chercher quel est le volume de répartition de l'unine. Ça c'est une question. Il suffit donc de revenir un petit peu en arrière de cours et vous allez voir que V, effectivement, 14 litres correspond à un liquide. Donc la décroissance, voilà, donc ça simplement, c'est une explication de ce que je viens de dire. Alors voilà un petit peu la méthode de dilution. Si vous prenez, au lieu d'utiliser une injection dans un organisme d'un animal, on peut l'utiliser en chimie. On peut déterminer le volume ici. Donc si je connais la concentration, donc vous avez voilà cette courbe initiale, et puis vous avez la courbe, ça c'est donc la même chose ici. Vous avez la diffusion et la disparition. Moi j'ai dit la répartition et l'élimination. C'est la même chose. Donc vous avez ici V égale à X, c'est la quantité injectée sur C0, c'est la concentration initiale C0. Donc c'est la même chose de ce que je viens de vous expliquer. Alors, si je veux utiliser par exemple le total
je dois utiliser un liquide qui va être réparti à la fois dans le milieu extracellulaire et dans le milieu intracellulaire. Donc, le total, je dois utiliser l'eau tricier. Si je veux déterminer le compartiment extracellulaire, j'utilise l'inuline. Donc, les 14 litres que nous avons déterminés tout à l'heure signifient que lorsque j'ai injecté l'inuline, j'ai déterminé le volume de distribution de 14 litres. Cela veut dire, attention, c'est toujours un sujet d'examen, l'inuline n'entre pas dans les cellules. Il mesure uniquement le plasma et le liquide interstitiel, c'est-à-dire le volume extracellulaire. Si vous voulez avoir le compartiment intracellulaire, on ne peut pas le mesurer avec une substance. Il faut utiliser l'équation suivante. Le volume total, donc si vous voulez avoir le volume total, et le volume, donc je vais utiliser ça pour déterminer le volume total. Je vais utiliser l'unine pour déterminer le volume extracellulaire et par soustraction, j'obtiens le compartiment intracellulaire. Donc, vous avez fait les maths, vous savez ce que ça veut dire. Si je veux le volume plasmatique, vous pouvez utiliser une substance marquée, la fibrinogène. La fibrinogène existe dans l'organisme. Mais si vous l'utilisez, il faut la marquer pour faire la différence entre la fibrinogène que vous avez injectée et la fibrinogène qui existe dans le corps. Donc, nous, on doit éliminer la quantité de fibrinogène. Donc, le détecteur de radioactivité ne va détecter que la fibrinogène marquée. Mais, en général, on utilise, en travaux pratiques, pour les étudiants, on utilise le bleu d'Evans. Le bleu d'Evans, on faisait ça lorsqu'on était étudiant pour déterminer le volume plasmatique. Donc le bleu d'Evans permet uniquement de déterminer le volume sanguin et l'inuline permet de déterminer le compartiment extracellulaire et que l'autre ici peut être utilisé pour déterminer le volume total. Voilà. Et si j'ai ça, j'ai automatiquement ça moins ça. Voilà. Donc, je peux déterminer le compartiment interstitiel par soustraction. Le volume sanguin, on peut l'utiliser pour déterminer, donc on peut marquer le chrome 51 ou le phosphate 32. Voilà. Donc voilà, en résumé, tout ce que je viens de dire avec l'albumine, parfois on peut l'utiliser, mais sur ce schéma, il faut faire la différence entre les substances commerciales qu'on achète dans le commerce. Ce sont des substances qui ne sont pas fabriquées par le corps, par exemple l'inuline, le bleu d'Evans, l'antipyrine. Mais il y a des substances endogènes qu'il faut marquer parce qu'ils se trouvent dans l'organisme. Donc, on a dit qu'une substance ne doit pas être sécrétée. Et on voit tout de suite que les substances endogènes, c'est le sodium se trouve dans l'eau. Donc, il faut toujours marquer les substances endogènes, alors que les substances exogènes, il suffit de faire des dosages colorimétriques. Voilà. Et que ça, on en a déjà parlé. Voilà. Donc, il y a des compartiments qu'on peut mesurer. Il y a des compartiments qu'on ne peut pas mesurer. Il y a des petits volumes dans le corps qu'on ne peut pas mesurer. Alors, si généralement, on va les appeler, ce sont des petits compartiments, mais ce sont des compartiments très importants en pathologie. Il y a à peu près 1,6 litre d'eau qui se trouve dans des compartiments où les substances ne peuvent pas entrer. Par exemple, au niveau des articulations, au niveau du liquide céphalorachidien, au niveau digestif et au niveau donc de l'œil oculaire, au niveau des oreilles internes, au niveau des glandes et au niveau du liquide péritonéal. Alors, ces liquides, le total de ces liquides, c'est 1,5 litres. Ils sont des petits volumes par rapport à 42 litres. C'est vraiment 42 litres, 1,5 litres, c'est faible. Mais ils sont importants en pathologie. Par exemple, si vous avez une anomalie au niveau des articulations, vous avez ce qu'on appelle la goutte. C'est des articulations où vous avez des ions calcium qui sont accumulés pour former des cristaux et c'est très douloureux au niveau des articulations. Les méningites, si la méningite est attaquée par un
Méningite, donc au niveau du système nerveux, les enfants meurent après une méningite et c'est très très dangereux. Au niveau des yeux, le glaucome, donc le glaucome, l'oreille interne aussi, au niveau des glandes. Donc ces liquides sont en faible quantité. Sachez que ça existe. On les appelle les compartiments transcellulaires. Retenez ce mot-là. Les compartiments transcellulaires sont articulaires, céphalorachidien, digestif. Donc ça, c'est à apprendre et à connaître par cœur, généralement. Vous l'aurez le jour d'examen. Alors, donc voilà ces liquides dont je viens de parler. Hein. Je vous laisse un peu le liquide céphalorachidien, cérébrospinal au niveau de la moelle épinière, les liquides synoviaux au niveau des articulations et les liquides pleuraux. C'est entre les poumons et la paroi du thorax. Donc, on donne les définitions de ça. Alors, dans cette eau qui se trouve dans le milieu intérieur, il y a des substances qui sont dissoutes. Et ces substances qui sont dissoutes, ce sont des solutés. Donc, le milieu intérieur est formé par l'eau, mais aussi par des solutés. Alors, les solutés, c'est généralement, ils peuvent être dissociables ou non dissociables. Alors, dissociable, ça veut dire, vous mettez ces substances dans le liquide, on ne les voit pas. On ne voit pas. Par contre, s'il ne se dissout pas, on les voit encore, on peut voir ça. On dit qu'une substance n'est pas dissoute, et si la substance est dissoute. Ici, il n'est pas dissout, il reste en suspension. Non dissociable, par exemple, l'urée et le glucose. Vous mettez de l'urée, ici, vous aurez ça. Vous avez des substances que vous voyez l'urée. Le glucose aussi, très difficile à dissocier. Composés dissociés, ce sont les électrolytes qu'on ne voit pas. Par exemple, les cations, les anions et des protéines qu'on considère comme des anions. Alors, bon, ça c'est les définitions de ce que vous savez déjà, ce que c'est que la molarité et ce que ça veut que la molalité. Généralement, la molarité, on verra ça en TD. Je vais essayer de vous faire un petit peu des exemples. Je vais vous donner des exemples. Donc, la molarité, c'est la concentration en molaire d'une substance dissoute. Si vous mettez 1 gramme de glucose avec un poids moléculaire de 180, dans 1 litre d'eau, il vous donne 5,6 millimoles par litre. Alors, la molarité, c'est la concentration molaire d'une substance par kilo. On appelle ça molalité. Alors, mais ça, c'est en chimie. On utilise la molarité et la molalité en chimie. Alors, si vous voulez utiliser en physiologie, c'est ce que vous avez fait en biophysique, on va utiliser l'osmolarité. On parlera de ça en TD aussi. C'est le nombre de particules dissoutes en 1000 osmoles par millimole par litre. Donc, si vous prenez du NaCl à 150 millimoles par litre, vous multipliez ça par 2, puisque quoi? Par 2, parce que NaCl va s'associer en sodium et en chlore. Donc, vous multipliez la concentration molaire fois 2 et vous avez l'osmolarité. L'osmolarité, c'est 300 milliosmoles. 300 milliosmoles, il a 9 le milieu extracellulaire, 150 millimolaires de NaCl. Votre liquide physiologique extracellulaire, c'est l'équivalent de l'eau de mer. L'eau de mer, ou NaCl, c'est le sel, le melha, à concentration de 9 grammes par litre, ce qui correspond à une osmolarité de 150 milliosmoles, de 300 milliosmoles. 150 millimolaires, c'est 300 milliosmoles. Si vous voulez parler en termes de charge électrique, vous voulez en milli-équivalent, donc à ce moment-là, vous ne tenez pas compte des particules, vous regardez les charges. Par exemple, NaCl et le chlore ont une charge. Une charge, c'est 2 équivalents. Je ne regarde pas la concentration, je regarde les charges. Si vous voulez du CaCl2, vous avez 2 charges plus, une charge moins, donc ce qui fait 4. Ça fait 2 chlore et 2 charges moins, ou 2 charges plus, ça fait 4 équivalents. Alors, l'équivalent du glucose est égal à 0. L'équivalent du glucose est égal à 0. Le glucose n'est pas chargé électriquement. Donc, c'est 0 équivalent. Donc, il n'est pas chargé électriquement. Ça, je l'utilise pour déterminer un potentiel électrique. Ça, j'utilise en général pour déterminer les concentrations. Alors, quel est l'ion le plus important dans l'organisme? Alors, tous les ions sont importants. Si je regarde le sodium, vous voyez que le sodium, il est réparti à l'intérieur, à l'extérieur des cellules. Donc, si je marque une cellule comme ça, je vais mettre le sodium ici
très forte concentration, il y a peu de sodium à l'extérieur. 140 millimolaires de sodium à l'extérieur. Pardon, ça c'est une erreur ça. Voilà, donc il y a une mauvaise concentration. Alors, sodium est très concentré à l'extérieur de la cellule. Il y a peu de sodium à l'intérieur. Donc la concentration 140, ici la concentration 11. On va dire quoi? On va dire que le sodium, il y a 12 fois plus de sodium à l'extérieur qu'à l'intérieur. 12 fois plus, 12 fois. Donc la concentration de sodium à l'extérieur de la cellule est 12 fois plus importante qu'à l'intérieur de la cellule. Alors si je regarde maintenant le potassium, attendez une autre couleur, le potassium, lui, c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus de potassium à l'intérieur, il y a peu de potassium à l'extérieur. L'extérieur contient 4, l'intérieur 147. Le rapport, il est de 30 à 40. Il y a 30 à 40 fois plus de potassium à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur. Alors que ici, il y a 12 fois plus de sodium, le rapport étant de 12. Le rapport de potassium, l'intérieur étant bourré, il y a beaucoup de potassium à l'intérieur. Le calcium, la concentration intracellulaire est très faible. Très très faible. Ça, il faut le retenir. C'est à peu près de l'ordre de la micromole. Il y a beaucoup plus de potassium à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il faut regarder que les concentrations ici sont à peu près les mêmes. Le plasma et le liquide interstitiel, leurs concentrations sont à peu près la même chose. Mais il y a une grande différence entre les concentrations extracellulaires et les concentrations intracellulaires. Donc, sodium concentré à l'extérieur, le potassium est concentré à l'intérieur et le calcium est concentré à l'extérieur. Il y a une raison. C'est pas comme ça au hasard. Il y a des lois, il y a des règles. On verra après comment ça va se manifester. Maintenant, si je regarde les anions, c'est-à-dire des ions chargés négativement, vous voyez que le chlore ici, il est très concentré à l'extérieur. Peu de chlore, donc il y a un rapport de 30 à 40. Alors 30 à 40, ça veut dire que je veux dire que le chlore est l'inverse de la répartition du potassium. C'est inversé. Le chlore est l'inverse de la répartition des ions potassium. Il y a beaucoup plus de chlore à l'extérieur, peu de chlore à l'intérieur. Si je regarde le potassium, c'est l'inverse. Mais le rapport, c'est le même. Le rapport est à peu près le même. Alors, chose importante, il y a du bicarbonate ici, il y a du bicarbonate ici, il y a du bicarbonate ici. Le bicarbonate, c'est un tampon. Il ne joue pas un rôle très important sur le phénomène électrique des cellules, mais simplement un tampon. Il permet de maintenir le pH. Très important pour maintenir le pH. Si je regarde maintenant les protéines, très important les protéines, il faut les retenir. 70 grammes dans le plasma. Il n'y a presque pas, ou simplement 5 millimoles de protéines à l'extérieur des cellules, mais il n'y a presque pas. Et l'intérieur de la cellule se trouvent des protéines qu'on appelle des PR-. Ce sont des protéines chargées négativement et qui jouent un rôle très 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 important sur le plan électrique. Donc l'intérieur de la cellule contient 240 grammes par litre de protéines. Le plasma, le sang, contient 70 grammes. Le liquide interstitiel, presque rien. Ça, voilà comment il faut lire ce tableau-là. Alors ici, c'est à peu près la même chose. Donc, vous avez la répartition, puis vous avez du bicarbonate, du phosphate. C'est pareil, c'est la même chose. Là aussi, c'est pareil, c'est la même chose. Si vous regardez le plasma, le liquide interstitiel et le liquide intracellulaire. Voilà le rapport du sodium par rapport au potassium. Et dans le liquide interstitiel, vous voyez, c'est à peu près la même chose, mais à l'intérieur de la cellule, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Le potassium est beaucoup plus important que le sodium. Vous voyez que en ce qui concerne donc, il y a des protéines ici, il n'y a pas de protéines ici, et il y a des protéines ici, énormément de protéines. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir, c'est à peu près le même schéma que tout à l'heure. Puis vous avez
la paroi entre le plasma et le liquide interstitiel, c'est des vaisseaux, des capillaires, et puis la membrane plasmique. Pour que le chlore traverse, il faut qu'il traverse cette membrane. Et si le chlore veut traverser, il faut qu'il traverse cette membrane, et ce n'est pas facile. Pour traverser les membranes, c'est comme des frontières, difficiles donc à franchir. Alors dans le plasma, le pH plasmatique est maintenu grâce à des phénomènes de régulation. Dans le plasma, c'est-à-dire dans le sang, le pH est égal à 7,4. L'acidose, c'est une diminution de pH, donc inférieur à 7,35. Une alcalose, lorsque le pH est basique, et supérieur à 7,45. La vie est impossible si le pH est inférieur à 7 ou supérieur à 7,9. Donc, si votre pH sanguin varie, c'est néfaste, c'est mauvais. Il faut qu'il y ait un système de régulation de pH. Et il faut que le pH soit maintenu aux alentours de 7,4 dans le sang. Son pH doit être maintenu constant. On revient à la stabilité du milieu intérieur. Alors, si au contraire, par exemple, il y a une déstabilisation de ce pH, si le pH change, alors si le pH change, il doit être régulé par des systèmes de régulation. Alors le système de régulation, c'est les suivants. Système de régulation immédiate, mais temporaire. Comment va se faire la régulation? Il va se faire d'abord par le système bicarbonate acide carbonique. Donc vous avez des réactions pour fabriquer un tampon. Donc ces protéines H+, s'il y a un excès de H+, elles vont être piégées par HCO3- pour former H2CO3. Donc il va diminuer la quantité de protéines H+, dans le milieu. Deuxième type de régulation. Alors ce système de régulation, ils sont immédiates, instantanés, ils se font immédiatement, il n'est pas tardif. Et ce sont des variations brutales. Les systèmes de protéinates qui vont donner des protéines. Les protéines vont se transformer et vont devenir des protéines, si on veut, en fixant les protons H+. Le phosphate disodique va devenir phosphate monosodique, toujours par un système de diminution des protons H+. Voilà donc ces trois systèmes qui sont importants, il faut retenir, régulation du pH plasmatique. Le pH se régule de deux façons. Une façon immédiate, mais temporaire, qui ne dure pas longtemps, et une régulation un peu beaucoup plus tardive, substance organique non protéique, donc je reviens ici, régulation retardée du pH, il va y avoir le rein va éliminer les protons H+ du sang, donc il va réguler l'augmentation de H+, et l'eau formée donc par les poumons, lorsque vous expirez de l'eau, donc les protons H+ vont être éliminés par les poumons. Donc les protons H+ peuvent être éliminés au niveau rénal, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, ou bien ils peuvent être éliminés par la respiration. Donc, deux systèmes de régulation retardée pour déterminer la concentration, pour réguler la concentration des protons H+ dans le sang. Les reins et les poumons, ce sont des systèmes de retardés de régulation du pH du sang. Concernant les substances organiques protéiques, on a dit que dans le milieu extracellulaire, il y a 70 grammes par litre de protéines. Alors, d'où viennent ces protéines? Elles proviennent du foie, fabriquées par le foie. Ils permettent de maintenir la pression osmotique constante et il intervient lorsque ces protéines sont chargées négativement, ils vont contribuer à la charge électrique de la cellule. Donc le potentiel électrique va être négatif. Et aussi ces protéines, comme je dis tout à l'heure, ils peuvent réguler le pH tampon. Alors les protéines, c'est très important, 70 grammes dans le milieu intérieur, c'est-à-dire dans le système extracellulaire, fabriquées par le foie.
ils interviennent dans le maintien de la pression osmotique. On verra dans des exercices comment ils peuvent maintenir la pression osmotique. Et on verra aussi, lorsqu'on veut étudier le potentiel électrique de repos, quel est le rôle de ces protéines dans l'établissement du potentiel de repos. Et ce que je viens de dire, il permet de réguler le pH. Alors, ces protéines qui se trouvent dans le sang sont de deux types. Il y a de l'albumine, il y a des globulines. L'albumine, 60%. Et le globuline, à peu près le reste, c'est-à-dire 40%, avec des alpha, bêta et gamma globulines. Donc, je passe rapidement. Ce sont des protéines qui se trouvent dans le plasma. Vous avez ici les caractéristiques de l'albumine. Vous avez ici le globuline. Donc, les albumines, lorsqu'ils diminuent, ça provoque des maladies du foie ou une maladie rénale, ce qu'on appelle une protéinurie. Lorsque donc les globulines donc, sont utilisés également pour maintenir une certaine pression osmotique constante. Vous avez aussi ce qu'on appelle les facteurs de coagulation, qu'on verra lorsqu'on veut étudier le sang. On va voir quel est le rôle de la fibrinogène dans la régulation ou dans la coagulation du sang. Il y a aussi des substances qui ne sont pas protéiques. Il y a des protéines, il y a des substances qui ne sont pas protéiques, par exemple l'urée. Dans le sang, il y a l'urée, il est d'origine hépatique, donc si l'urée est fabriquée par le foie, éliminé dans les urines. Si vous avez beaucoup d'urée dans le sang, il y a ce qu'on appelle risque d'avoir de la goutte, c'est-à-dire des articulations qui ont des douleurs dans les articulations, avec formation des cristaux dans les articulations et des douleurs. Il y a également des substances non pratiques, par exemple le glucose. Le glucose, la concentration doit rester 1 g par litre. Alors le diabète, on verra aussi quand on va étudier la sécrétion d'insuline, quels sont les différents types de diabète qui existent. Donc si vous avez une concentration supérieure à 1 gramme, vous êtes diabétique. Si elle est inférieure, vous avez une hypoglycémie. Vous avez aussi des lipides. Les lipides, essentiellement les triglycérides, le cholestérol, les HDL et les LDL. Alors les HDL, c'est les High Density Lipoproteins et les LDL, c'est les Low Density Lipoproteins. Alors ces lipides, si vous avez fait un dosage à jeun, c'est-à-dire avant de manger, si cette concentration change, c'est que vous êtes malade. Et également, si la concentration des lipides dépasse les 5 à 8 grammes par litre, qui est la concentration normale, c'est que vous avez des problèmes au niveau de cholestérol ou bien les LDL. Ce qui est très mauvais ici, ce sont les LDL. HDL, ce sont des graisses d'origine végétale, donc à prendre en grande quantité, alors que les mauvais, c'est les low density lipoproteins, les LDL. Ils vont former dans le vaisseau sanguin des petites particules de 22 nanomètres. Ils vont former une barrière. Ça, c'est les LDL. Ils proviennent d'où? Ils proviennent des graisses d'origine animale. Si vous prenez beaucoup de graisses d'origine animale, il arrive un moment où la circulation du sang va avoir des problèmes. Et quand ça arrive au niveau du cœur, les petits vaisseaux ici au niveau du coronaire, quand c'est bouché avec les LDL, vous avez ce qu'on appelle les infarctus du myocarde. Le risque d'avoir des infarctus du myocarde, ça veut dire des excitations électriques spontanées qui vont s'ajouter aux excitations électriques du cœur et donc ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde, on aura l'occasion d'en parler très prochainement. Donc les LDL, c'est très mauvais, c'est des graisses d'origine animale. Alors, en plus de toutes ces substances qui se trouvent dans le milieu intérieur, on a les électrolytes. Donc, comme on vient de voir, sodium, le chlore, et vous avez des protéines. Alors, les propriétés physico-chimiques du compartiment intracellulaire sont très difficiles à analyser. Donc, très difficiles à analyser. Pourquoi? Parce que le milieu intracellulaire, on ne peut pas déterminer facilement les concentrations ioniques de part et d'autre, mais on a des techniques. On a des techniques, mais on ne peut pas entrer à l'intérieur des cellules pour déterminer la concentration des ions. Mais sachez, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'osmolarité ici, il doit y avoir 300 milliosmoles, ici 300 à l'intérieur de la cellule, 300 milliosmoles, donc iso-osmolarité. L'osmolarité des milieux intracellulaires doit être proche de l'osmolarité extracellulaire, à peu près 300 milliosmoles. Alors le potassium,
c'est lui qui est le cation le plus important. Là aussi, il y a une raison, on verra après. Il y a très peu de sodium. Là aussi, il y a une raison, on verra pourquoi. Pour le magnésium, il joue un rôle important au niveau des activités enzymatiques, notamment par exemple les enzymes qui interviennent dans le phénomène de contraction. Donc, ce sont des activités enzymatiques. Mais les ions les plus importants à l'intérieur de la cellule, c'est il faut peu de sodium, il faut beaucoup de potassium. Ça, c'est une raison, une condition sine qua non pour qu'il y ait des activités électriques normales. Bon, pour les protéines, dans le milieu intracellulaire, on a dit qu'il y a de 200 à 300. Il y a énormément de protéines à l'intérieur, ce sont des protéinates que je vais noter PR- tout de suite et qu'on verra après. Puis vous avez des cations, potassium et magnésium. Ça, c'est dans le milieu intracellulaire. Dans le milieu intracellulaire, il y a aussi de l'azote, il y a de l'oxygène, il y a du CO2. Ça, ce sont les produits de respiration, on le sait. Et ça, c'est un azote qui existe aussi. Mais ce sont des gaz dissous dans le milieu intracellulaire. Alors, comment se font les échanges entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire? Il existe deux types de pressions. Ce sont donc les pressions qui vont s'exercer sur les substances. Donc, si je reprends, le milieu extracellulaire contient beaucoup de sodium, peu de potassium et beaucoup de chlore. Ici, peu de sodium, mais beaucoup de potassium et peu de chlore. Alors, pour que ces substances entrent, il faut une certaine force, une pression. Alors, quelle est la pression qui va s'exercer sur ces substances pour qu'ils entrent dans la cellule ou bien pour qu'ils sortent de la cellule? Alors, on va dire qu'il y a deux types de pression. Il existe deux types de pression. Pression hydrostatique. Alors pourquoi pression hydrostatique? Parce que il y a des liquides. Et les liquides vont exercer une certaine pression. Si le liquide, par exemple le sang, a une certaine pression, ce que vous appelez la pression sanguine, et cette pression va s'exercer sur les substances. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la pression osmotique. La pression osmotique, c'est que toujours une substance va du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'il y a une agitation moléculaire. Sous l'effet de la température, lorsque vous augmentez la température, il va y avoir une agitation moléculaire où il y a beaucoup de molécules qui vont s'agiter, ils vont chercher à aller dans le milieu où il y a moins. Donc, du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré grâce à l'agitation moléculaire due au gradient de température. Donc, les substances s'agitent, c'est normal qu'ils vont aller dans les endroits où il y a peu. Il faut chercher un autre coin pour établir l'équilibre. Alors, donc il y a deux types de forces qui vont s'exercer sur les substances pour qu'ils entrent ou bien pour qu'ils sortent d'un compartiment vers un autre. La pression hydrostatique et la pression osmotique. Donc, bon, je passe ça, c'est voilà où les choses deviennent beaucoup plus importantes. Je vais faire la chose suivante. Voilà. Alors, si je prends le cœur par exemple, ici, voilà le cœur et voilà la sortie du cœur. Le sang, donc le cœur il se contracte, la pression de ce sang va être très grande à la sortie du cœur. Pourquoi? Parce que il va se contracter et le sang va sortir avec une forte pression au niveau des artères. Donc au niveau à la sortie du cœur, la pression est à peu près égale à 100 mm de mercure. Pourquoi? Parce que la force exercée par le cœur est très forte. Après les artères, ils vont se subdiviser. Alors les artères va donner les artérioles. Va donner les artérioles. Les artérioles, donc lorsque vous avez un vaisseau comme ça qui subdivise en plusieurs petits vaisseaux, bah, si vous prenez
un petit vaisseau, vous diminuez la pression. Et ici, si par exemple P est égal à 10, ici P1, ici P2, jusqu'à P égale à 10. Donc la pression de 10 va être répartie sur l'ensemble des vaisseaux et la pression dans chaque vaisseau va diminuer. C'est normal parce que vous avez des petits vaisseaux ici et donc la répartition et la pression va chuter à 28 mm de mercure. Donc il va diminuer. Ensuite, ces artères et ces artérioles vont se subdiviser en capillaires. Donc vous avez des capillaires. Les capillaires, ce sont des petits vaisseaux. Donc ce sont des capillaires. Et les capillaires, ils sont très nombreux. Il y a beaucoup de capillaires. Donc beaucoup de capillaires ici, énormément de capillaires. Le nombre de capillaires va augmenter et donc la pression va encore chuter encore davantage. La pression chute et la pression ne peut être que de 18 mm de mercure parce qu'il y a augmentation du nombre de capillaires. Ensuite, plus on s'éloigne, donc chute de pression ici, qui est égale à 100, il diminue 28, ensuite 18, et si vous voulez aller de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau des veines, au niveau des vénules, vous avez des vénules ici, donc beaucoup de vénules, ici vous avez les artérioles, ici des vénules, donc vénules, ensuite qui vont se réunir pour former des veines, ici c'est les veines, donc pour aller un peu plus loin. Donc au niveau de vénule, la pression va encore chuter. Pourquoi il va chuter? Parce qu'on est très loin du cœur. La pression diminue ici, diminue là, et il va diminuer encore au niveau du vénule, et la pression il est uniquement de 10 mm de mercure. Donc la pression qui va s'exercer au niveau capillaire, ici, va être égale à 18 mm de mercure, alors que au niveau du vénule, il est encore faible, et ainsi de suite. Donc plus le sang quitte le cœur, s'éloigne du cœur, c'est le cœur qui donne la force de pression importante. Et plus vous éloignez du cœur, plus la pression diminue. Donc, les échanges vont se faire essentiellement au niveau des capillaires. Les échanges vont se faire essentiellement au niveau des capillaires. Les échanges ne vont pas se faire au niveau des artères, ne vont pas se faire au niveau des artérioles, mais ils vont se faire au niveau des capillaires, là où le sang est beaucoup plus calme, où la pression est faible. Donc c'est à ce niveau, au niveau des capillaires, où il va y avoir des échanges très importants. Les échanges ne se font pas au niveau des vaisseaux sanguins. Ils se font au niveau des capillaires, au niveau des petits vaisseaux. Pourquoi? Parce que le sang il est beaucoup plus calme. Pourquoi il est beaucoup plus calme? Parce qu'il y a beaucoup plus de capillaires que les vénules, que les artérioles, que les artères. Donc plus vous augmentez le nombre d'artères et plus la vitesse de circulation du sang est importante, c'est là où le sang est calme et c'est là où il va y avoir les échanges. Donc il va y avoir donc ce que j'avais appelé d'une part pour que il va y avoir des échanges, donc s'il y a des substances qui vont entrer, il va y avoir des pressions hydrostatiques déterminée par la force de pression sanguine et la pression du osmotique. La substance va du milieu le plus concentré vers le milieu le plus concentré. Ça, c'est la pression osmotique. La substance va entrer sous l'effet de la pression hydrostatique due au sang, due au liquide, qui diminue, qui change du cœur vers la périphérie. Donc, le rapport entre la pression hydrostatique exercée par le sang et la pression oncotique. Qu'est-ce que c'est que la pression oncotique? C'est la pression osmotique des protéines. Des protéines. C'est la pression osmotique. Quand on parle des protéines, on va l'appeler la pression oncotique. C'est la pression osmotique, mais spécialement des protéines. Alors si je regarde le schéma de Starling, et donc on finira avec ça, dans le schéma de Starling, vous avez un vaisseau sanguin. Ici, vous avez un vaisseau sanguin. Il y a une pression hydrostatique du liquide interstitiel. Et il y a une pression. Donc ici, à l'extérieur des vaisseaux, du côté, donc je parle bien sûr, voilà le cœur, voilà les artères, voilà les artérioles. Donc je parle ici au niveau des capillaires.
comment se font les échanges entre les capillaires et les cellules. Les cellules se trouvent ici. Alors comment? Donc au niveau ici, au niveau pression hydrostatique des capillaires, la pression hydrostatique des capillaires va pousser les substances pour entrer dans le liquide interstitiel. Parce que il se trouve dans les capillaires. Ici, c'est les capillaires, ici, c'est les artérioles, ici, c'est les artères. Donc, pour que la substance passe des capillaires pour aller dans les cellules, une force va s'exercer, c'est la pression hydrostatique. Donc, on a dit que la pression hydrostatique due au liquide sanguin. Mais il y a aussi du liquide à l'intérieur du liquide interstitiel. Dans le milieu interstitiel, il y a un liquide. Donc, il va y avoir une force dans l'autre sens. Donc, il y a une pression hydrostatique qui s'exerce dans le sens capillaire vers le liquide interstitiel, mais il y a aussi, comme il y a un liquide interstitiel, le liquide va exercer une certaine pression, peu importe, on verra les valeurs. Mais si je parle des pressions osmotiques, j'ai des protéines dans les capillaires, qui est égale à 70 grammes, si vous vous rappelez, 70 grammes, donc ils vont exercer une pression oncotique. Alors, lorsque vous avez une protéine ici, PR-, par exemple, vous avez une protéine ici. Vous avez ici de l'eau et vous avez ici de l'eau. Toujours, toujours. La pression oncotique, la protéine fait que l'eau va entrer vers les protéines. Toujours, la pression exercée par les protéines, c'est le sens inverse des concentrations. C'est-à-dire que toujours comme si les protéines appellent de l'eau. Donc c'est le symbole, c'est donc la pression oncotique ou la pression des protéines, c'est dans ce sens. Ici, il y a des protéines, ici, il n'y a pas de protéines. Donc le sens de passage d'eau, c'est toujours dans le sens inverse des concentrations, c'est-à-dire qu'il va se faire dans le sens là où il n'y a pas de protéines, vers les protéines, il y a un appel d'eau des protéines. Donc la pression oncotique ou la pression osmotique va se faire dans ce sens. Toujours, les protéines, lorsqu'elles sont concentrées dans un milieu, ils vont appeler d'eau, ils vont attirer l'eau. Donc, et on va voir que vous avez des protéines ici, mais comme le liquide interstitiel, je vous ai dit qu'il y a peu de protéines dans le liquide interstitiel, on verra, on va donner des valeurs faibles pour le liquide interstitiel, il y a peu de. Ici, il y a des protéines, mais ici, il y a très peu de protéines ou pas de protéines. C'est à peu près 70 grammes, et c'est entre 0 et 3 ou 5 grammes. Hein. Il y a des auteurs qui donnent 5 grammes. Donc, si je fais le total de ces vecteurs, je fais pression hydrostatique, donc c'est inversé, c'est moins, et comme la pression hydrostatique est inversée par la pression oncotique, c'est moins, et je fais le total des pressions oncotiques, des protéines, du liquide interstitiel, et je fais le total. Alors, les extrémités artérielles des capillaires, c'est-à-dire ici, à ce niveau-là. Pourquoi? Les artérielles, c'est-à-dire je vais déterminer la pression totale, nette. Je vais appeler ça la pression de filtration. C'est la pression de filtration. Alors, je vais donner les valeurs. Je vais donner 35, c'est la pression hydrostatique au niveau des artérioles. Alors attention, la pression hydrostatique est là, il diminue au niveau des artérioles. Et cette pression, on va lui donner 35. Moins la pression hydrostatique du liquide interstitiel. Il n'y a pas de pression hydrostatique. La pression hydrostatique, il est presque égal à 0. Moins 0. Moins, donc toujours moins, pression oncotique, le fait qu'il y a des protéines dans le sang, 28. Moins, vous pouvez mettre un 0 ici si vous voulez, mais bon, il y a des auteurs qui donnent des valeurs faibles. Ils disent qu'il y a très peu de protéines dans le liquide interstitiel. Au total, si je fais le total entre les vecteurs de pression hydrostatique et des pressions dues aux protéines, je vais avoir
une valeur de 10 mm de mercure. Ça, c'est ce que je vais appeler la pression de filtration. Maintenant, je vais déterminer la pression ici, c'est-à-dire à la sortie. Alors, extrémité veineuse des capillaires, c'est ici. Avant que les vénules commencent. Voilà les vénules. Donc, les échanges se font ici. Les échanges entre les cellules et le sang va se faire au niveau des capillaires. Là, c'est l'extrémité des artères et c'est les extrémités des vénules. Donc, je détermine la pression ici. Maintenant, je vais déterminer la pression là, au niveau. Donc, la quantité qui entre, donc les substances vont entrer avec 10 mm de mercure dans les cellules. C'est ça ce que ça veut dire. Je vais voir maintenant la même chose, mais avec une sortie. Je vais obtenir une valeur. Donc, si je mets donc, la pression au niveau du capillaire 15, puisque on a dit qu'il est égal à 35, avec la pression hydrostatique, il va diminuer. Là, je mets le moins du cœur. Donc, la pression hydrostatique va diminuer. Il est égal uniquement à 15. Moins, toujours 0, c'est 0. 0, c'est 0. La pression hydrostatique, le liquide interstitiel, est égal à 0. La pression oncotique au niveau des vaisseaux, donc au niveau ici, c'est 28. 28, 28. Il ne va pas changer. Dans la composition, il y a la composition l'équilibre, c'est la même chose. Donc 28 moins la pression oncotique ou des protéines dans le liquide interstitiel, on peut mettre 0, mais on peut mettre 3, on peut mettre même 5. Regardez là, une valeur de moins 10 mm de mercure. Donc, ici, les substances entrent dans les cellules avec plus 10 et il sort ici avec moins 10. Donc les substances sont poussées avec une pression de plus 10 mm de mercure et ils vont sortir avec une pression de moins 10. Donc l'absorption des cellules de ces substances, la force exercée, je dis c'est la force exercée sur les substances, c'est plus 10 du côté des artérioles et moins 10 du côté vénule, c'est-à-dire c'est la même valeur. Simplement, ici, les substances entrent, alors qu'au niveau vénule, il sort. Qu'est-ce qui sort? C'est généralement les déchets, substances toxiques et déchets qui sortent. Donc voilà, le schéma de Starling, c'est simplement un problème de pression. Et établir, donc tout ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Il suffit de regarder, là aussi, c'est à peu près la même chose, hein. C'est localisation des échanges, où se font les échanges. Donc vous avez artères, et vous avez des petits artérioles, des artérioles ici, pardon, les artérioles, et puis vous avez ici des veines, et vous avez ici des cellules, et les échanges vont se faire au niveau des capillaires. C'est ici que vont se faire des échanges. Et donc, ils vont se faire, les cellules vont réabsorber des substances avec plus 10, ils vont être éliminés avec moins 10. Donc voilà à peu près la même chose. Et donc ici, c'est à peu près la même chose. Donc il suffit de regarder. Là aussi, c'est à peu près la même chose. Là également, je vous la passe simplement pour que vous relisez tout ça. Donc c'est à peu près les mêmes éléments, les mêmes éléments, les mêmes éléments. Donc simplement ce que je viens d'expliquer. Ça, c'est ce que je vais voir. On va voir en cours. C'est simplement lorsque vous mettez des cellules d'un milieu isotonique, donc en milieu isotonique, 0,9% ou 9 grammes, vous mettez dans 1000 millilitres, si vous prenez du NaCl, le melha, le chlorure de sodium, c'est un milieu isotonique. Direz les cellules dire qu'on fait un milieu isotonique, rien, elles ne vont pas s'éclater. Vous les mettez dans un milieu contenant 0,45%, il est hypoosmotique. Alors, donc, vous voyez les conséquences et il peut être aussi hyperosmotique si une ACL est de 3%. Donc, si vous augmentez la concentration d'une ACL, vous détruisez les cellules. Si vous diminuez, donc vous voyez que, vous voyez que les concentrations ici jouent important. Donc ça, vous l'avez fait dans le transport et les échanges d'eau. Donc on joue sur le mouvement d'eau. Donc le milieu peut être soit hyperosmotique, soit hypoosmotique, soit isoosmotique. Donc isoosmotique, il y a 9 grammes par litre. Donc vous mettez ça dans à peu près 300 milliosmoles entre le milieu intérieur et l'extérieur. C'est à peu près la même concentration.
Alors, si vous les mettez dans un milieu 140 milliosmoles, donc il y a moins, vous jouez sur le mouvement d'eau. Et si vous les mettez dans un milieu hypertonique, donc vous voyez que c'est 1000 milliosmoles, donc l'eau va dans le sens où la concentration est forte. Voilà, mais ça, on verra ça en TD. Là, également ici, la natrémie, c'est l'augmentation du sodium dans le milieu intracellulaire lorsque vous dépassez les concentrations requises. Et la calémie, c'est le taux de potassium plasmatique normal étant de 4,5. Et une hypercalémie, c'est une augmentation de potassium. Donc, tout ça, on le verra en cours, aussi bien en électrophysiologie qu'en dans le phénomène de contraction. Voilà.